Mon père a donné à mon frère la maison du lac. Celle que j'avais retapée et quand ils sont revenus pour en demander encore plus. Il est resté pétrifié. Laisse les clés. Cette propriété appartient à ton frère, maintenant, m'a dit mon père. Après que j'ai passé des mois à retaper la maison du lac, pour finalement être exclu de Noël. Je suis parti, et j'ai acheté ma propre maison. Quand ils sont venus pour me la prendre, elle aussi, mon frère a posé le pied sur le porche, puis... il s'est figé. Je m'appelle Caleb. J'ai 32 ans. Je travaille comme chef de chantier. Pour une entreprise de construction commerciale de taille moyenne. Ce qui est une façon élégante de dire que je gagne ma vie en résolvant des problèmes, généralement les problèmes des autres. Le plus souvent avec mes mains, et, la plupart du temps, sans recevoir le moindre remerciement. Je suis doué pour ça. Mon patron, Marcus, m'a dit un jour que j'avais la capacité agaçante de réparer les choses. Avant même que quiconque ne réalise qu'elles étaient cassées, ce qui, je crois, était un compliment. Mais avec Marcus, on ne peut jamais en être sûr, car l'homme distribue les louanges et les insultes. Avec exactement la même expression sur le visage. Je gagne 78,000 $ par an. Je conduis un pick-up, que j'ai acheté d'occasion, et que j'ai fini de payer en 14 mois. Je possède un seul costume, que je porte pour les mariages et les enterrements, et une fois. Pour un rendez-vous chez le dentiste, parce que j'arrivais directement d'une inspection de chantier. Et que je n'avais pas eu le temps de me changer. La réceptionniste m'a regardé comme si j'allais me marier, ou bien mourir. Alors que rien de tout cela n'était au programme. J'avais juste une carie. Je suis avec Nora depuis environ 1 an et demi, maintenant. Elle est assistante vétérinaire, dans une clinique près de l'université. Elle a un chat qui s'appelle Bean, qui ne m'aime pas. Et c'est un trait de caractère que je respecte chez lui. Bean n'a qu'un œil, ce qui, selon Nora, est arrivé avant qu'elle ne l'adopte. Mais je soupçonne que ce soit un choix de style, car le chat me fixe avec cet œil unique. Comme s'il voulait me faire passer un message sur l'engagement. Nora est le genre de personne qui partage l'addition, sans en faire toute une histoire. Qui se souvient de ce que vous avez dit 3 conversations plus tôt, et qui m'a dit un jour, très calmement, que si je m'excusais d'exister encore une fois, elle allait commencer à me faire payer un loyer, pour l'espace émotionnel que j'occupais. Elle plaisantait. En grande partie. C'est ce, en grande partie, qui m'a poussé à l'écouter. Mon meilleur ami, Tuck, fait partie de ma vie depuis la 5e. Il est électricien. Un jour, il a refait le câblage de ma salle de bain, tout en m'expliquant, avec le plus grand sérieux, que mes choix de vie étaient architecturalement bancals. Il parlait de mon ex-petite amie, mais aussi, techniquement, de la salle de bain. Les deux avaient besoin de travaux. Tuck a une femme, nommée Angela, qui fait de la pâtisserie quand elle est anxieuse. Après que j'ai raconté à Tuck tout ce qui s'était passé, Angela m'a envoyé 4 pains aux bananes en une seule semaine, ce qui est soit une preuve d'amour, soit un contrôle de mon bien-être, sous forme de glucides. Passons maintenant à la maison du lac. La maison du lac appartenait à mon grand-père, Earl. Un petit endroit, 2 chambres, un ponton qui penchait, comme s'il essayait d'écouter l'eau. Un porche qui grinçait à 3 endroits précis, que je pouvais éviter de mémoire. Et une cuisine qui sentait le pain et la graisse de bacon. Peu importe combien de fois on la nettoyait. La porte moustiquaire faisait un bruit particulier en se fermant, une lampe plainte en bois. Suivi d'un cliquetis métallique. Et chaque fois que je l'entendais, j'avais de nouveau 11 ans, avec de la terre sur les genoux. Et une canne à pêche que je n'arrivais pas à lancer droit. Earl m'a tout appris. Comment assembler le bois, comment lire un niveau. Comment réparer une chose pour qu'elle reste réparée. Il était charpentier de métier, et professeur par nature. Il ne se pressait jamais. Il ne soupirait pas quand on faisait une erreur. Il vous tendait simplement un autre morceau de bois, et allait préparer du café. Et on pouvait l'entendre fredonner, à travers la porte moustiquaire. Pendant qu'on essayait de comprendre. D'une certaine manière, ce fredonnement suffisait à vous faire croire que vous en étiez capable.
Voici un souvenir que je garde précieusement en moi. J'avais peut-être 14 ans, je passais un week-end à la maison du lac. Et Earl m'a laissé l'aider à remplacer une section de la rambarde du Porsche. J'ai raté la première coupe, beaucoup trop courte. Il a ramassé le morceau, l'a tourné dans ses mains, a passé son pouce le long du grain. Comme s'il le lisait, et a dit, « Eh bien, maintenant tu sais à quel point c'est trop court. » Aucune déception, aucune leçon de morale. Juste un fait concernant le bois, une tasse de café, et une seconde chance. J'ai entendu la porte moustiquaire se fermer derrière lui. Cette lente plainte, ce cliquetis métallique. J'ai mesuré 2 fois pour la coupe suivante. Parfait. C'était le genre d'homme qu'il était patient. D'une manière qui donnait envie d'être digne de cette patience. Earl est mort quand j'avais 24 ans. Une crise cardiaque, silencieuse, dans son sommeil, à la maison du lac. Ils l'ont trouvé sur la chaise de la cuisine, avec le journal ouvert sur les mots croisés. Il les avait terminés. Le 7 horizontal était « Charpentier ». Je ne sais pas si c'est vrai, ou si quelqu'un me l'a dit et que j'y ai cru. Parce que j'avais besoin que ce soit vrai, mais de toute façon, c'est la version que je conserve. Il a légué la maison à mon père, Glenn, ce qui était logique à l'époque, car Glenn était l'aîné. Et Earl lui faisait confiance. La maison du lac est restée pour ainsi dire inutilisée, pendant environ 7 ans après le décès d'Earl. Glenn n'y allait pas, Derek, mon frère, n'y allait certainement pas non plus. Derek ne va pas dans des endroits qui n'ont pas de Wi-Fi fiable, ou un bar accessible à pied. J'y suis allé quelques fois seul, je me suis assis sur le ponton. J'ai regardé l'eau faire son œuvre, j'ai pensé à Earl, aux mots croisés et à l'odeur du pain. Puis je suis rentré chez moi, en conduisant avec les fenêtres baissées et la radio éteinte. Puis, au printemps dernier, Glenn m'a appelé. C'était en avril, un mardi. Il a dit que le comté avait envoyé un avis. La maison du lac se détériorait, des problèmes structurels. Si elle n'était pas mise aux normes dans un certain délai, il y aurait des amendes, et, à terme, le comté la déclarerait insalubre. Glenn m'a dit qu'il n'avait pas les moyens de payer des entrepreneurs. Et m'a demandé si je pouvais y jeter un œil. Jeter un œil. La façon dont on demande à quelqu'un de vérifier si le lait est périmé. Pas la façon dont on demande à quelqu'un de sauver un bâtiment. J'ai fait le trajet le samedi suivant. L'endroit était en pire état que je ne le pensais. Le Porsche pourrissait à 4 endroits différents. La cuisine avait subi des dégâts des eaux, à cause d'une fuite dans le toit. Qui durait probablement depuis 2 ans. Le plafond était taché, formant des dessins qui ressemblaient à des cartes de pays qui n'existent pas. Le tableau électrique était d'origine, ce qui signifiait qu'il était plus vieux que moi. Et 2 fois plus dangereux. Le ponton tenait à peine debout. La fosse septique avait besoin de travaux. Le chauffe-eau rendait l'âme. Toute la maison sentait la moisissure, l'abandon. Et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à nommer au début, mais aujourd'hui. Je pense que c'était simplement l'odeur d'un endroit qui sait qu'il a été oublié. Mais c'était la maison d'Earl, et je pouvais la voir. Sous la pourriture, sous la négligence, sous ces 7 années où personne ne s'en était soucié. Je pouvais voir ce qu'elle était censée être, ce qu'Earl avait construit. L'ossature était bonne. Les fondations étaient solides. Les joints qu'il avait taillés, il y a 40 ans, tenaient toujours. La maison n'avait pas échoué. Ce sont les gens qui l'avaient fait. Alors, j'ai dit que je m'en chargerais. J'ai conduit 90 minutes aller, et 90 minutes retour, chaque week-end, pendant 6 mois. Je partais le samedi matin, avant le lever du soleil, et je revenais le dimanche soir. Après la tombée de la nuit. Je dormais sur un matelas gonflable, dans le salon que j'étais en train de reconstruire. Certaines nuits, je restais allongé là, à écouter la maison se tasser autour de moi. Tous ces petits bruits qu'un bâtiment fait quand il respire, et je pensais à Earl. Qui écoutait ces mêmes bruits, depuis la chambre située à 6 mètres de là. Je mangeais des sandwichs de station-service, et je buvais du café dans un thermos. Que je remplissais chez moi, et que j'oubliais de nettoyer si souvent. Que Tuck a fini par dire que le thermos avait développé sa propre personnalité.
J'ai dépensé mon propre argent pour les matériaux, le bois, la quincaillerie, les installations. Les fournitures de plomberie, les matériaux de toiture, les composants électriques, la teinture. Le mastic, les finitions. Je n'ai pas tenu de compte précis au début, parce que je ne pensais pas à l'argent. Je pensais à la cuisine d'Earl. Je pensais à la rambarde du porche. Je pensais à la porte moustiquaire. Au cours de ces 6 mois, j'ai remplacé toute la terrasse du porche et sa rambarde. J'ai reconstruit la cuisine, depuis l'ossature murale. J'ai réparé le toit, colmaté et refermé les fuites. J'ai refait environ 60% du câblage électrique, assez pour passer l'inspection. Le reste étant repoussé pour la phase 2. J'ai remplacé le chauffe-eau. J'ai posé l'ossature et les cloisons sèches de 2 pièces. J'ai refait les parquets dans la pièce à vivre principale. J'ai remplacé la porte moustiquaire. Lorsqu'elle s'est fermée pour la première fois, le son était parfait. Cette lente plainte, ce cliquetis métallique. Je me suis tenu dans la cuisine, et je l'ai écouté se fermer à 3 reprises. Je ne pleurais pas. Mes yeux s'habituaient simplement à la poussière. C'est mon histoire, et je m'y tiens. J'ai commencé le ponton, mais je n'ai pu terminer que l'ossature, avant que le temps ne se gâte. Dépense totale, 31,4 cents. J'ai gardé les reçus. Non pas parce que je pensais en avoir besoin, mais parce que je suis le genre de personne qui garde les reçus. Tuck appelle cela être agressivement responsable. Il n'a pas tort. Pendant ces 6 mois, Glenn est venu 2 fois. Une fois pour vérifier l'avancement. Ce qui veut dire qu'il est resté sur le porche pendant 20 minutes, a dit, ça rend bien, fiston. A bu une bière provenant d'un pack de 6 qu'il avait apporté, et ne m'en a pas offert une seule. Puis il est reparti. La 2e fois, il a amené Derek. Derek a marché à travers la maison. Comme s'il visitait une maison témoin dans un nouveau lotissement. Il a ouvert les placards que je venais juste d'installer. Il a passé sa main le long du plan de travail. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, et a dit, c'est vraiment sympa. En fait. Ensuite, il m'a demandé si j'avais l'intention d'installer un lave-vaisselle. J'étais allongé sur le dos sous un évier à ce moment-là. En train de remplacer une vanne d'arrêt corrodée, avec de l'eau sur ma chemise. Et une clé anglaise qui n'arrêtait pas de glisser, et j'ai répondu que j'y viendrais. Il a dit, cool, et est sorti pour prendre un appel téléphonique. Par la fenêtre, je pouvais le voir faire les 100 pas sur le porche que j'avais reconstruit. Riant de quelque chose, et gesticulant avec sa main libre. Il est parti sans dire au revoir. C'était en juin. Je devrais vous parler de Derek. Il a 29 ans. C'est le plus jeune. Il a un diplôme en marketing, obtenu dans une école qu'il a mis 6 ans à terminer. Et une série de jobs qu'il décrit comme des pivots, mais qui ressemblent, vus de l'extérieur, plutôt à un homme qui descend des trottoirs en appelant ça du parcours. Ce n'est pas une mauvaise personne. Je veux être clair là-dessus, car cela a son importance pour la suite. Il n'est pas diabolique. Il n'a simplement jamais eu besoin d'être quelqu'un de bien. Il y a une différence. Mes parents ont rendu sa vie sans la moindre friction. Et il a grandi en pensant que la difficulté était une option. Quand il échouait, il le rattrapait. Quand j'échouais, on me disait de faire plus d'efforts. Il n'a pas créé ce système. Il en a simplement bénéficié. Je ne pense pas qu'il se soit jamais arrêté, pour se demander pourquoi sa vie était si facile. Et pourquoi la mienne ne l'était pas. La plupart des gens ne le font pas. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est le confort. Le confort n'a pas besoin d'être cruel, pour causer des dégâts. Quand Derek avait 23 ans, entre 2 de ses pivots, Glenn et Sherry ont co-signé un bail pour lui, ont payé 3 mois de caution. Et lui ont acheté une voiture. Quand j'avais 23 ans, je faisais 2 boulots pour payer le loyer d'un appartement. Avec un radiateur qui sonnait comme un solo de batterie en métal. Je n'ai pas demandé d'aide, ce qui est probablement là le problème. J'étais tellement doué pour ne rien demander, qu'ils ont arrêté de proposer, et avec le temps. Ils ont cessé de remarquer qu'ils avaient arrêté.
Ma mère, chérie, est le genre de mère qui aime ses 2 enfants. Mais qui ne s'inquiète que pour un seul. Je n'ai jamais douté qu'elle m'aime. Je n'ai également jamais douté que Derek soit sa priorité. Elle le nierait. Elle soulignerait les cartes d'anniversaire, les textos pour les fêtes. Et la fois où elle a conduit 2 heures pour m'aider à déménager un appartement. Et elle aurait raison de dire que ces choses se sont produites. Mais elle aurait tort de dire qu'elles étaient équitables. Vous pouvez aimer 2 enfants, tout en fabriquant un parachute pour l'un. Pendant que vous tendez à l'autre une brochure sur la gravité. Quoi qu'il en soit, le groupe de discussion. C'était un jeudi, en octobre. J'étais au travail, je mangeais un sandwich à la dinde à mon bureau. Et j'avais une tache de moutarde sur le pouce. Ma cousine Mara m'a envoyé un texto qui disait simplement « Vérifie tes messages ». Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Puis, j'ai vu la notification. J'avais été ajouté à un groupe de discussion, intitulé « Plan familial ». 15 personnes. 3 mois de messages. J'ai posé mon sandwich, j'ai pris mon téléphone, et j'ai commencé à faire défiler. La première chose que j'ai vue, c'était un message de Glenn, daté du 14 juillet. C'était 11 jours après que j'ai commencé la rénovation. 11 jours. Je n'avais même pas encore fini de démolir la cuisine. J'étais encore en train d'arracher des cloisons pourries, quand mon père a tapé ce message. Parlez à Derek. La maison du lac l'intéresse. Une fois que Caleb l'aura rendue habitable. Ne lui en parlez pas encore. Laissez-le finir le gros œuvre. Laissez-le finir le gros œuvre. J'ai fait défiler. Chérie, 19 juillet. C'est la bonne décision. Derek a besoin de stabilité. Caleb comprendra. Il comprend toujours. Derek, 22 juillet, est-ce que je peux choisir les équipements de la cuisine? Ou est-ce qu'il s'en charge déjà? Je veux ceux en noir mat. Derek choisissait des équipements pour une cuisine que je n'avais pas encore fini de construire. J'étais en train de choisir entre du carrelage métro et une crédence en lambris. Je comparais les prix des poignées de placard au magasin, pendant mes pauses déjeuner. Et mon frère était dans un groupe de discussion, en train de choisir les finitions pour mon travail. Comme s'il personnalisait une voiture qu'il n'avait jamais conduite. Glenn, 3 août. Caleb fait de vrais progrès. Encore un mois ou 2, et ce sera prêt. Prêt? Pas pour moi. Pour Derek. Le mot « prêt » m'a poursuivi pendant quelques jours, après avoir lu cela. Chaque fois que j'y pensais, il avait un goût différent. Prêt, de la même façon qu'un repas est prêt. Prêt, de la façon dont une chambre est prête pour un invité. Je préparais une maison, pour quelqu'un qui allait me la prendre. Et la seule personne qui n'était pas au courant, c'était moi. J'ai continué à faire défiler. Les messages s'étalaient sur 3 mois. Ma mère qui coordonnait, mon père qui planifiait, mon frère qui décorait. Et quelque part, autour du mois de septembre, la conversation sur Noël a commencé. Chérie, 12 septembre. Noël à la maison du lac cette année? Caleb a fait un travail tellement magnifique. Ce serait parfait. Glenn, 14 septembre. On va dire à Caleb que Noël est annulé cette année. C'est trop compliqué. Il n'y verra que du feu. Chérie, 15 septembre. Je vais rédiger le texto. Quelque chose sur le fait qu'on est tous trop occupés. Glenn, 15 septembre. Ajoute qu'on fera quelque chose en janvier. Ça donnera l'impression que c'est temporaire. Derek, 16 septembre, dites-lui n'importe quoi. Il n'est pas assez intelligent pour comprendre. J'ai lu ce dernier message 2 fois. Puis je l'ai lu à nouveau. Puis je l'ai lu une 3e fois, parce que j'attendais que les mots se réarrangent d'eux-mêmes. Pour former quelque chose qui ne voulait pas dire ce qu'ils voulaient dire. Ils ne se sont pas réarrangés. J'étais assis à mon bureau, au travail, avec de la moutarde sur le pouce. Et de la sueur encore dans les cheveux, à cause du week-end, et mon frère avait tapé ces mots. Sur un téléphone que j'avais probablement payé à un moment donné, et personne, dans la discussion, ne l'a corrigé.
Personne n'a dit, ce n'est pas juste. Personne n'a dit, il nous rend service. Personne n'a dit, c'est ton frère. 14 autres personnes étaient dans cette discussion. Et la réponse à « il n'est pas assez intelligent » a été le néant. Le silence. Le genre de silence qui est plus bruyant qu'un accord, car au moins. Être d'accord demande un effort. J'ai verrouillé mon téléphone. J'ai fini mon sandwich. Je suis retourné au travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai fini ce sandwich. Je l'avais payé, et j'avais faim. Et je pense qu'une partie de moi essayait encore d'être la personne qu'il supposait que j'étais. Fiable. Discret. Qui finit ce qu'il commence. Qui ne fait pas de scène. Qui mange son déjeuner. Ce samedi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison du lac, une dernière fois. Il me restait un projet, la rambarde du Porsche. La même rambarde qu'Earl m'avait appris à construire, quand j'avais 14 ans. La même section. Je l'ai installée. Mon meilleur travail. Ça m'a pris toute la journée. L'air était si froid que mon souffle était visible, et mes doigts étaient raides dès midi. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai poncé chaque joint à la main. J'ai vérifié chaque mesure 2 fois, de la façon dont Earl me l'avait appris. Quand ce fut terminé, j'ai reculé pour la regarder, et j'ai ressenti 2 choses en même temps. Qui n'allaient pas ensemble, de la fierté pour ce que j'avais construit, propre, réel, et solide. Et une sorte de chagrin, qui pesait sur ma poitrine. Comme quelque chose qu'on aurait avalé de travers. Une partie de moi voulait arracher la rambarde, et la charger dans mon pick-up. Une partie de moi voulait appeler mon père, et hurler jusqu'à m'en casser la voix. Et une partie silencieuse. La partie que je vais probablement décortiquer en thérapie pendant un certain temps. Voulait continuer. Voulait installer le lave-vaisselle dont Derek avait parlé. Parce que, peut-être, si j'en faisais juste assez, si je finissais chaque pièce, chaque équipement. Et chaque bord inachevé, il me choisirait. Il regarderait ce que j'avais construit, et il me verrait à l'intérieur. Je suis resté sur ce Porsche pendant environ 15 minutes, tenant une cale à poncer. Et luttant contre cette troisième impulsion. Le lac était calme. L'air sentait l'eau froide et le cèdre. Quelque part, de l'autre côté de l'eau, un chien a aboyé 2 fois, puis s'est tu. J'ai posé la cale à poncer. Avant de partir, je me suis assis à la table de la cuisine, la table d'Earl, et j'ai écrit une liste. Chaque réparation inachevée. Chaque tâche d'entretien. Chaque besoin saisonnier de la maison. Je l'ai écrite sur une feuille de papier à en-tête, avec une écriture claire. Inspection du chauffe-eau, trimestrielle. Pompe de la fosse septique, tous les 18 mois. Vérification du colmatage du toit avant l'hiver. Phase 2 de l'électricité, ne sautez pas cela. L'ossature du ponton doit être terminée avant le printemps, ou elle va se décaler. Les contre-fenêtres doivent être refermées en octobre. Les gouttières doivent être nettoyées après la chute des feuilles. J'ai plié le papier une fois, je l'ai posé sur le plan de travail, à côté des clés. Et je suis sorti. La porte moustiquaire s'est fermée derrière moi. Cette lente plainte. Ce cliquetis métallique. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai dit à personne ce que j'avais découvert. Je n'ai pas confronté Glenn. Je n'ai pas envoyé de texto à Derek. Je n'ai pas appelé Chérie. J'ai pris des captures d'écran de chaque message de ce groupe de discussion, les 3 mois entiers. Je les ai sauvegardés dans un dossier sur mon ordinateur portable, intitulé « Reçu ». Et j'ai fait le mort. 3 semaines plus tard, Chérie m'a envoyé un texto. Et mon chéri. C'est un peu flou pour Noël cette année. Tout le monde est tellement occupé. On fera peut-être quelque chose en janvier. Le point d'exclamation, et tout le reste. J'ai reconnu la formulation. J'avais lu le brouillon. Glenn l'avait édité. Derek l'avait approuvé. 3 personnes avaient écrit un seul mensonge, et ce mensonge avait un point d'exclamation. Je n'ai pas répondu. Noël est arrivé, et passé. Je l'ai passé avec Tuck et Angela. Elle a préparé un jambon,
qui était bien trop gros pour 4 personnes. Et j'en ai mangé beaucoup plus que je ne l'avouerai, et Tuck m'a offert un niveau à bulles. Avec mon nom gravé dessus, ce qui est le cadeau le plus typique de Tuck qui puisse exister. Nora est passée après son dîner de famille, et a amené Bean dans une caisse de transport. Bean s'est assis sous le sapin de Noël, et a fusillé du regard les décorations. Comme si chacune d'elles lui devait de l'argent. Tuck a su que quelque chose n'allait pas, la semaine qui a suivi ma découverte de la discussion. Car Tuck sait toujours tout. Il s'est pointé à mon appartement avec un pack de 6, s'est assis sur mon canapé, et a dit « Tu as la tête d'un homme qui a trouvé quelque chose sur son téléphone. » Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui lui a demandé un effort, car Tuck a une opinion sur tout. Et les exprimer est, en gros, son exercice de cardio. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'ai répondu « Je vais acheter une maison. » Il a décapsulé une bière, et a dit « C'est agressivement responsable de ta part. » Angela en a entendu parler le lendemain, et le pain aux bananes a commencé à arriver. J'ai trouvé une propriété à 2 villes de là, une petite ferme sur un terrain de plus d'1 hectare. En retrait de la route, avec un étang qui ne payait pas de mine, mais qui captait la lumière. Le matin, d'une manière qui m'a fait m'arrêter la première fois que je l'ai vu. Une saisie immobilière. Tout était à refaire. Le toit s'affaissait. La cuisine était complètement vidée. Le porche était à moitié effondré. Le sous-sol avait une odeur qui laissait présager qu'il avait des choses à revendiquer. L'agent immobilier était une femme nommée Dana, qui travaillait dans l'immobilier dans la région depuis 20 ans. Elle portait des lunettes de lecture au bout d'une chaîne. Et avait une poignée de main de quelqu'un qui ne plaisante pas avec les affaires. Pendant qu'elle me faisait visiter la maison, en enjambant une zone molle sur le sol du couloir, elle a dit, celle-ci est sur le marché depuis un bout de temps. La dernière personne qui la visitait, c'était il y a environ 6 mois. Un homme plus âgé. Il a dit qu'il y avait trop de travaux à prévoir. Et que l'emplacement ne valait pas l'investissement. J'ai demandé son nom. Elle a vérifié ses notes. Elle a dit, Glenn. Mon père avait visité cette propriété exacte, et avait passé son tour. Parce que c'était trop de travail. Il s'était tenu dans ce couloir, et avait décidé que ça ne valait pas la peine d'être sauvé. Je me suis tenu dans le même couloir, et j'ai vu la cuisine d'Earl, sous les dégâts. Les mêmes yeux. Une vision différente. Je l'ai acheté pour 63,000 $. L'affaire a été conclue en novembre. J'ai commencé les rénovations la même semaine. Cette fois, chaque dollar a été suivi. Chaque reçu a été classé. Chaque amélioration a été photographiée. Non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'ai appris ce qui arrive. Quand on construit quelque chose sans laisser de preuves. En février, la maison était habitable. En mars, elle était magnifique. Une nouvelle cuisine, avec une crédence que j'avais choisie moi-même. Une nouvelle salle de bain, avec un carrelage que j'avais posé un dimanche. Pendant que Nora lisait un livre sur le sol, et me passait les croisillons. Des parquets refaits à neuf. Un porche reconstruit, avec une rambarde en cèdre. Tuck a refait toute l'électricité de la maison, et n'a insulté mes choix de carrière que 2 fois. Ce qui, pour Tuck, équivaut presque à un câlin. Nora a peint la chambre un samedi, et a mis plus de peinture sur elle-même que sur les murs. Et Bean s'est assis dans un carton vide, dans un coin. Nous observons tous les deux avec ce que je ne peux décrire que comme une déception professionnelle. Le coût total de la rénovation a été de 22,000 $. La propriété a été évaluée à 191,000 $, lorsque j'ai refinancé mon prêt en mars. Mon père avait tourné le dos à un bénéfice de 128,000 $. Parce qu'il n'avait pas réussi à voir au-delà des dégâts. Je sais ce que cela dit de Glenn et de moi, mais je sais aussi ce que Tuck en dirait. Et cela impliquerait le mot « architecturalement ». Je n'ai pas parlé de la maison à ma famille. Je n'en ai parlé à personne, à l'exception de Tuck, Nora, et Angela. Je suis resté silencieux pendant 5 mois.
Je n'ai rien changé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas répondu aux appels. J'ai lu chaque texto de chérie, et je n'ai répondu à aucun. Les textos de chérie arrivaient chaque semaine, la famille, c'est la famille. Tu nous manques au dîner du dimanche. Ton père ne le pensait pas comme ça. Jamais une seule reconnaissance de ce qui s'était passé. Jamais de vraies excuses. Même pas une question, pour savoir pourquoi j'étais devenu silencieux. Juste de la culpabilité, enveloppée de chaleur. Des excuses sans vraiment s'excuser. Comme si on appuyait un pansement sur une plaie, sans la nettoyer au préalable. Au bout de 3 mois de silence, Derek a posté des photos de la maison du lac, sur Facebook. Ma cuisine. Mes parquets. Ma rambarde de Porsche. La rambarde que j'avais construite, à genoux dans l'air glacial de novembre. En pensant au café d'un homme mort. En légende, j'ai enfin mon propre chez moi. Le travail acharné finit par payer. J'ai compté les commentaires. 37 félicitations. Waouh, Derek. C'est magnifique. C'est toi qui as fait tout ça? Tellement fier de toi. Pas une seule personne ne l'a corrigé. Pas une seule personne n'a tapé mon nom. J'ai vu la publication grâce à un ami commun. Je n'ai pas réagi. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté au dossier. Puis, la maison du lac a commencé à s'effondrer. Ça a commencé avec le chauffe-eau en janvier. Mort. Derek a appelé un plombier, qui lui a fait un devis de 1,4 cents pour le remplacer. Le chauffe-eau était le point numéro 1 sur la liste. Ensuite, la réparation du toit a cédé, pendant la tempête de mars. Le mastic, dont j'avais noté qu'il fallait le réappliquer avant l'hiver, n'avait jamais été touché. Et l'eau s'est infiltrée à travers le plafond de la chambre, le plafond sur lequel j'avais posé des cloisons sèches. Allongé sur un échafaudage composé de 2 tréteaux et d'une planche ruinant l'enduit de jointoiement. La peinture, et le luminaire que j'avais installé un dimanche soir. En mangeant une barre de céréales, parce que j'avais oublié de préparer un déjeuner. Ensuite, le tableau électrique. La mise à niveau de la phase 2, à côté de laquelle j'avais écrit « Ne sautez pas cela ». Souligné 2 fois. Un disjoncteur a sauté pendant une vague de froid, et a coupé le réfrigérateur et le congélateur. Derek a perdu environ $600 de course. Il a aussi publié un message à ce sujet. Quelque chose sur le fait que les vieilles maisons étaient des gouffres financiers. Il l'a supprimé dans l'heure qui a suivi. Probablement parce que quelqu'un lui a rappelé qu'il avait prétendu avoir rénové l'endroit lui-même. Et que les gouffres financiers ne viennent généralement pas avec 31 000 $ de travail gratuit déjà investi à l'intérieur, par quelqu'un d'autre. Chaque défaillance était quelque chose que j'avais écrit sur cette liste. Chacune d'entre elles. La liste était toujours sur le plan de travail. Je le sais, car Mara me l'a dit. Elle était allée à la maison du lac en janvier, et la liste était bien là, à côté d'un jeu de clés. Et d'un bol de petite monnaie que Derek avait, apparemment, vidé de ses poches. La liste était dépliée, mais le papier était encore net. Personne ne l'avait prise en main. Tuck et moi étions assis sur mon nouveau Porsche. Ses bottes posées sur la rambarde qu'il m'avait regardé construire. Quand je lui ai raconté cette série de catastrophes en cascade. Il a bu sa bière lentement, et y a réfléchi. Puis il a dit, donc, la liste, c'était comme une prophétie. J'ai répondu, c'était un calendrier d'entretien. Il a ajouté, c'est la même chose si personne ne la lit. Derek a appelé 3 entrepreneurs pour faire chiffrer le reste des travaux. Chacun d'eux a inspecté la maison, et est revenu avec des devis compris entre $40,000 et $60,000. L'un d'eux était un type nommé Paul, avec qui j'ai travaillé sur des chantiers commerciaux. Paul est le genre d'homme qui remarque la qualité du travail artisanal. De la même manière qu'un musicien remarque la justesse d'une note. Il a traversé la maison du lac. Il a passé sa main sur les placards de la cuisine. Il a examiné le travail du sol. Il a vérifié l'installation électrique. Et il a dit à Derek. Celui qui a commencé ça savait ce qu'il faisait. Tu aurais dû le laisser finir.
Derek n'a pas dit à Paul que celui, était son frère. Paul me l'a raconté plus tard, autour d'un café, dans un relais routier près de l'autoroute. Il tenait une barre de céréales d'une main, et secouait lentement la tête. Il a dit, le gars se comportait comme si la maison s'était faite toute seule. Paul riait, mais c'était ce genre de rire qui n'est que la façon dont le corps assimile une information que le cerveau n'a pas encore totalement intégrée. Et puis, ils sont venus. Cela nous ramène à ce fameux mardi de mars. Le pick-up de Derek dans mon allée. Glenn sur le siège passager. Le gravier qui crisse sous les pneus. J'étais à l'intérieur. Je les ai vus par la fenêtre de la cuisine. La fenêtre que j'avais installée moi-même. Ajustée, calfeutrée, et mise à niveau. J'ai regardé Derek sortir du véhicule. Il portait un dossier en papier craft. Pas de fleurs. Pas de carte d'excuses. Pas même un pack de 6 bières. Un dossier. Je pouvais apercevoir le bord d'un document imprimé à l'intérieur. Le devis de l'entrepreneur. Il portait une veste que je n'avais jamais vue auparavant. Et des bottes qui n'avaient jamais touché la boue. Et il a marché vers mon Porsche avec l'énergie d'un homme qui avait un plan. Et qui n'avait pas envisagé la possibilité que ce plan puisse échouer. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert le dossier des captures d'écran. J'ai trouvé celle que je voulais. Le message de Derek, du 16 septembre. Dites-lui n'importe quoi. Il n'est pas assez intelligent pour comprendre. Je l'ai envoyé à son numéro. J'ai regardé l'accusé de réception bleu apparaître. Ensuite, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, et je l'ai ouverte. Derek était sur le porche. À un pas de la porte. Son téléphone a vibré dans sa poche. Il l'a sorti. Par instinct. Il a regardé l'écran. J'ai observé son visage, à 1 mètre de distance. D'abord, ses yeux ont parcouru le texto. De la façon dont vos yeux parcourent quelque chose de familier, mais d'inattendu. Comme de voir sa propre écriture, sur un mur sur lequel on ne se souvient pas d'avoir écrit. Puis, la reconnaissance. Sa bouche s'est ouverte d'environ 1 centimètre, et est restée ainsi. Le dossier, dans sa main gauche, s'est affaissé de quelques centimètres. Il n'est pas tombé. Il s'est juste affaissé. Comme si son bras avait oublié qu'il tenait quelque chose. Il a levé les yeux de son téléphone, pour me regarder. Je me tenais dans l'encadrement de la porte d'une maison que j'avais achetée avec mon propre argent. Sur une propriété que son père avait rejetée. Je portais une chemise en flanelle, avec de la poussière de plâtre sur la manche. Et je n'ai pas dit un mot. Glenn était toujours dans le pick-up. Je pouvais le voir à travers le pare-brise. Penché en avant. Une main sur le tableau de bord. Essayant d'interpréter la situation à 10 mètres de là. Derek est resté sur mon Porsche, pendant ce qui m'a semblé être une bonne minute. Le vent s'est légèrement levé. Quelque part derrière la maison, un oiseau faisait sa vie. Nullement dérangé par ce qui se passait entre 2 frères, sur un Porsche, en plein mois de mars. Finalement, il a parlé. Ça a été sorti de son contexte. Sorti de son contexte? Je lui avais construit une maison. J'avais conduit 90 minutes, chaque week-end, pendant 6 mois. J'avais dépensé 31,000 $. J'avais dormi sur un matelas gonflable. J'avais terminé une rambarde de Porsche, en l'honneur d'un homme mort, qui m'avait appris à mesurer 2 fois. Et mon frère avait dit à ma famille que je n'étais pas assez intelligent pour remarquer qu'ils étaient en train de me la voler. Et, confronté à ses propres mots, sa défense était « le contexte ». J'ai répondu « Il n'y a aucun contexte où cette phrase devient acceptable, Derek ». Il a regardé le dossier dans sa main. J'ai découvert plus tard que c'était le devis de l'entrepreneur. 52,000 $. Il était venu ici pour négocier. Il avait conduit jusqu'à la maison du frère qu'il avait méprisé. En apportant la facture des dégâts qu'il ne pouvait pas réparer. En attendant quoi? Une réduction? Une poignée de main? Un tarif familial? Que je me sente flatté qu'ils aient de nouveau besoin de moi.
J'ai reculé à l'intérieur, et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je n'ai rien dit d'autre. Je l'ai simplement fermé. De la même façon qu'on referme un livre qu'on a fini de lire, et qu'on n'a pas l'intention de reprendre. Par la fenêtre, j'ai regardé Derek retourner au pick-up. Lentement. Le dossier pendouillant à ses côtés. Il est monté. Lui et Glenn sont restés assis là. Je pouvais voir la bouche de Glenn bouger, mais je ne pouvais pas entendre les mots. Personne n'est sorti. Puis, Derek a démarré le moteur, et ils ont reculé pour sortir de l'allée. Le gravier a de nouveau crissé. Moins fort, cette fois. Ou peut-être que je n'écoutais tout simplement pas avec autant d'attention. Glenn n'est jamais sorti du pick-up. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il avait honte, ou s'il était conscient de son erreur. Ou s'il ne voulait juste pas marcher 10 mètres sur du gravier, pour affronter ce qu'il avait fait. Je ne saurais probablement jamais lequel des trois c'était. Peut-être les trois en même temps. Les gens sont comme ça. Tuck m'a appelé ce soir-là. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a demandé, qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier? Je lui ai dit. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, donc, il a apporté une facture à une réunion d'excuses. J'ai répondu, il ne pensait pas que c'était une réunion d'excuses. Tuck a dit, ouais. C'est bien ça le problème. Nora est passée plus tard. Elle n'a posé aucune question sur la visite. Elle a apporté de la nourriture thaïlandaise, et s'est assise sur le canapé. Puis Bin s'est installé sur l'accoudoir le plus proche d'elle, et le plus éloigné de moi. Maintenant c'est limite avec la discipline d'un homme qui a tracé une ligne. Et qui a l'intention de la tenir. Elle m'a demandé, ça va? Et j'ai répondu, je crois. Et elle a dit, d'accord. Et ce fut là toute la conversation. Elle n'a pas insisté. Elle n'a pas analysé. Elle est juste restée assise là, la nourriture était chaude, la maison était calme. Et j'ai réalisé que c'était ce que l'on ressent. Quand quelqu'un traite votre silence comme s'il était suffisant. Mara a appelé environ 3 semaines plus tard. Notre première vraie conversation depuis que tout avait explosé. Un appel court. Elle m'a dit que la famille ne parlait plus de moi. Pas parce qu'ils sont passés à autre chose. Mais parce que mon nom jette un froid dans la pièce. Pas un silence de colère, a-t-elle précisé. Un silence gêné. Comme s'il savait que quelque chose s'était brisé. Et qu'il ne savait pas comment le réparer. Ensuite, elle a dit, tu sais que je t'ai ajouté à cette discussion exprès, n'est-ce pas? J'ai répondu, je sais. Elle a dit, bien. Ce fut tout pour cet appel. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'en avait pas besoin. Elle a fait la seule chose que personne d'autre dans ma famille n'était prêt à faire. Elle m'a laissé le voir par moi-même, et m'a fait confiance pour en faire quelque chose. Derek ne m'a pas envoyé de texto depuis l'épisode du Porsche. Glenn a appelé une fois, environ 1 mois plus tard. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a dit, Caleb, on devrait parler de tout ça. Il a dit, tout ça, de la même manière qu'on décrit un robinet qui fuit. Une chose à gérer. Un inconvénient. J'ai sauvegardé le message vocal. Je ne l'ai pas rappelé. La maison du lac est toujours là, avec tous ses problèmes. Aux dernières nouvelles, par l'intermédiaire de Paul, le chauffe-eau a été remplacé. Mais les travaux de toiture n'ont pas commencé, l'électricité est toujours à 60%. Et l'ossature du ponton s'est décalée pendant le dégel, exactement comme je l'avais prédit. La liste est probablement toujours sur le plan de travail. Je n'en sais rien. Je n'y vais plus. Je suis assis sur mon Porsche, en ce moment même. C'est le soir. La lumière sur l'étang a pris une teinte dorée, et l'air sans l'herbe coupée. Et peu importe ce que Nora est en train de préparer à l'intérieur. Quelque chose qui implique de l'ail, et une forme d'optimisme que je n'ai pas encore identifiée. Bin est assis devant la fenêtre. Un œil sur moi. L'autre œil braqué sur le concept général de la désapprobation. La rambarde en cèdre que j'ai construite, court sur toute la longueur du Porsche. Un bois différent de celui de la maison du lac.
Un design différent. Les mêmes mains. Mon téléphone est posé sur la rambarde, l'écran tourné vers le haut. Le nom de Derek vient d'apparaître. Un texto. Je peux voir les premiers mots dans l'aperçu, mais je ne les lis pas. Je regarde plutôt la rambarde, je passe ma main sur le dessus, là où le bois est lisse. Où les joints sont serrés, et où tout est exactement à la place où je l'ai mis. Ensuite, je me lève, et je rentre à l'intérieur. La porte moustiquaire se ferme derrière moi. Ce n'est pas le même bruit que celle d'Earl, mais ça s'en rapproche. L'écran du téléphone s'assombrit, puis devient noir. Le message reste non lu. La rambarde tient bon. J'ai construit cette rambarde pour qu'elle supporte du poids. Elle s'en sort très bien. Ai-je tort d'avoir fermé cette porte? Ou aurais-je dû laisser Derek s'expliquer? Donnez-moi votre verdict dans les commentaires. Aimez la vidéo, et abonnez-vous. La prochaine histoire est déjà écrite.